comment l'insécurité affecte la façon dont vous travaillez. Comment l'insécurité affecte la façon dont vous travaillez. Il peut y arriver des fois où bon, c'est coincé, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes là. Vous ne pouvez même plus éviter, puisque vous êtes là. Je vais vous donner mon exemple. Oui. Parce que moi, je travaille à Fils, j'ai aussi travaillé à Fils. Quand on avait déjà le conseil qui vit, qui avait violé 32 femmes le même jour, c'est à notre bureau aussi qu'il était caché pendant le bien sécurité. Mais après, maintenant, le départ de l'auditorat militaire et du barreau américain à Bukavu, nous qui étions restés à Baraka, on me filait au bureau et à la maison. J'ai quitté Baraka pendant 2 mois. J'ai fait Bujumbura et les frères qui m'avaient supporté à Bujumbura étaient venus d'agir ensemble. C'est-à-dire, s'il y a vraiment un danger qui est plus, il faut d'abord quitter le milieu. Quand j'ai fait 2 mois au Burundi, les bataillons qui étaient chez nous à Baraka étaient aussi évacués. Et je suis rentré, j'ai continué à faire mon travail. On a cité quelques personnes, les clients, les victimes, les témoins, les collègues, les organisations partenaires. Voilà la réponse. Comment elle affecte? Il y a d'abord un problème de confiance, c'est ça. Hein? Vous êtes rejeté par d'autres organisations qui n'ont pas la même vision que vous. Hein? Ok. Ne pas accéder à toutes les informations, on est limité de prendre part à des assises informatives, à des réunions. Hein? Il y a des intérêts aussi de certains individus, de certaines personnes. Et quand vous allez à l'encontre de ce qu'eux souhaitent, vous devez vous attendre à des répercussions. Alors, maintenant la question du risque peut se découper de la manière suivante. Les risques, on a parlé des risques, non? Hier. On va encore en développer. Et qui se souvient un peu? On a dit qu'on pouvait définir les risques. On a dit que c'est très difficile de définir les risques. Mais au moins, par rapport, si on veut parler de la question du risque, on peut se découper de la façon suivante. Premièrement, analyser les principaux intérêts et stratégies des parties prenantes. Est-ce que vous comprenez la logique? Oui, hein? oui. Hein? Voilà. Alors, évaluer aussi les menaces contre les défenseurs des droits humains. Vous devez aussi évaluer les menaces. Établir maintenant un risque. Quand vous analysez, vous répondez, vous vérifiez toutes ces questions, vous allez arriver à la fin où vous allez maintenant établir un risque. Est-ce qu'il y a un risque réel ou pas? Il y a toujours, le risque n'est pas toujours le même. Il y a toujours des risques de différents. Comment expliquez-vous? Un défenseur de DDH, par exemple, un DDH qui, au niveau de l'Europe, milite, on voit ce qui se passe, par exemple, en Europe. Est-ce qu'il y a un risque de venir et de dire ce qu'on pense? Par rapport à votre travail de DDH, vous êtes exposé à un risque plus élevé. Vous avez des DDH qui n'ont ni contact, même pas un numéro de téléphone, mais des contacts, c'est aussi des avocats. Quand vous êtes DDH, vous devez déjà savoir que je dois forcément avoir un avocat. Il faut qu'il soit là à côté. Moi, j'ai vu des organisations où finalement, ils se rendent compte après que bon, l'avocat, ce n'est pas qui vient, mais vous avez au moins un contact. Et à tout moment, il peut venir faire quoi? Venir intervenir. Je voulais ajouter quelque chose. Je pratique chaque jour. Le manque d'énergie dans mon téléphone. Oui, c'est une vulnérabilité plus. Puisque lorsque je suis low bat, je ne saurais pas communiquer avec tout le monde. Et même le manque de crédit. Et là, je vais donner l'exemple. Une fois, c'était ici à Goma, un politicien de l'opposition. C'était vers 18 h. Il y avait des listages. Il y a l'épouse du politicien qui me dit, non, il y a mon époux. Il était
Il était sur la radio Michapi, je pense, pour faire une intervention. Et on vient de l'arrêter. Je ne sais pas où il est parti. Donc, il faut m'aider. Le problème que j'avais, je n'avais pas de crédit sur mon téléphone. Je devais appeler au moins 3 personnes. Il fallait que j'appelle les missions diplomatiques, il fallait que j'appelle le BCNDH, il fallait que j'appelle. Or, je ne pouvais qu'émettre un seul appel. Et quoi faire? Ce jour-là, je dis aux gens, j'étais vulnérable. Je dis, ok, je vois ce que je peux faire. Mais je me dis, si j'appelle la MONUSCO, c'était, donc il y avait un changement. L'ancien qui était parti, qui me connaissait très bien, pour celui-là, je pouvais même biper et il me rappelle. Mais c'était un nouveau qui ne me connaissait même pas. Alors je me suis dit, ok, j'appelle d'abord la mission diplomatique. Comme ça, je vais demander à la mission diplomatique d'informer la MONUSCO. Et c'est ce que j'ai appelé. Et le monsieur qui me dit, mais tu sais que non. J'ai dit, non, c'est une urgence. Et je n'ai pas de crédit. Il faut que vous puissiez informer les autres. Non, non, j'étais crédit. Et j'ai coupé. Mais je me suis dit, je ne sais pas ce que je veux faire. Et j'étais obligée d'appeler ma fille. De biper. Je n'avais pas appelé. J'ai bipé ma fille. On m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer du crédit parce que là, j'ai une urgence. C'est une question de vie ou de mort. Et il faut que tu fasses quelque chose. Mais il dit, maman, c'est la nuit, je ne saurais pas. J'ai dit, non, non, il faut te débrouiller. Lui aussi, il cherche dans les alentours. Elle ne peut pas. Elle était obligée d'appeler un ami, de biper aussi un ami à Ouvira. Nous sommes à Goma. À Ouvira, et c'est l'ami à Ouvira qui m'a envoyé du crédit. Et j'ai pu faire le suivi. Donc, je sais qu'avoir du crédit, c'est un problème, mais c'est aussi une vulnérabilité. Mais quand même, moi, j'avais eu cette chance-là. À partir d'Ouvira, on m'a envoyé du crédit. Et j'ai fait le suivi. Et heureusement, le lendemain matin, on a relâché la personne qui était arrêtée. Moins de vulnérabilité, vous réduisez les risques. Plus les capacités sont moindres, plus que les risques est élevé. À Kinshasa, en état d'arrestation. Et pour demander que la CNDH puisse enquêter sur ce cas et proposer un rapport au gouvernement de nature à convaincre, n'est-ce pas, le gouvernement, parce qu'en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que ce dossier n'était même pas judiciaire. Nous avons essayé de discuter avec quelques magistrats qui détenaient les 10 dossiers. Et bon, voilà, ils nous disaient que nous ne pouvons pas faire une célérité là-dedans parce que nous avons toujours... ça ne dépend pas de nous, pratiquement. Alors nous avons demandé que la CNDH produise un rapport et l'envoie au gouvernement, attestant bien évidemment qu'il y a des aspects... Non, qu'il y a violation pure et simple de droits de l'homme, parce que c'est une commission qui est en charge de ça aussi. Et voilà. Nous avons écrit, c'était moi d'ailleurs qui ai signé la dite plainte, et nous étions à 3. Alors que nous sommes en train de nous diriger, il y a une ONG, les Amis de Nelson Mandela, qui nous accompagnent. Nous avons reçu un appel. Mon collègue Luc a reçu un appel, mais l'homme là ne s'identifiait pas. Il disait juste, je veux que vous ne puissiez pas déposer la dite plainte. Et il dit, bon, pourquoi tu veux que ça se passe comme ça? Il dit, non, non, attendez, moi je viens. Vous êtes à quel niveau? Je veux vous rejoindre, comme ça, ensemble, je vais vous expliquer un peu ce que nous allons faire en commun, au lieu de déposer cette plainte. Je vais vous donner une bonne procédure que les dépôts d'une plainte à la CNDH. Et quand on évoluait, malheureusement, Luc lui donnait des orientations par rapport à où on allait. Et c'est jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y avait plusieurs médias qui étaient venus parce qu'on avait bien communiqué pour que nous puissions faire en sorte que ça soit à la ligne. Et ils étaient tous là, les journalistes. Et encore, il y a un appel. Mais il me signale, cette fois-là, il voulait parler aux médias, il me signale pour dire, écoutez, c'est un type qui m'appelle, il me demande qu'il voulait nous voir. Je dis, tu le connais bien? Il dit, non, non. Mais je pense que c'est l'un de nous. C'est un collègue qui voudrait bien nous rencontrer et que
nous puissions étudier la possibilité de dépôt. Il dit non, nous sommes déjà dans une procédure de dépôt de plainte. Jusqu'à ce qu'il n'est pas arrivé. Nous avons déposé la plainte et nous sommes sortis de là. Alors, il a encore rappelé pour dire, mais je suis inquiet du fait que vous venez de déposer la dite plainte. Apparemment, il nous suivait et il savait comment est-ce que les opérations se faisaient. C'est pas peut-être qu'on était avec lui, il quittait un peu pour appeler, pour nous persuader d'abandonner. Et c'est alors que nous sommes sortis de là. Mais le lendemain, comme il devrait y avoir un point de presse, nous avons tenu le point de presse et après le point de presse, il y a les agents de l'ordre qui sont arrivés au lieu pour intimider, c'était dans une ONG, les responsables de l'ONG. Et ils ont menacé de revenir avec la police pour l'amener avec lui parce qu'on venait de finir le point de presse dans ce locaux. Mais nous, pendant ce temps, nous étions déjà à la prison. Nous sommes sortis de la prison, nous avons vu beaucoup de messages des responsables de l'organisation. C'est alors que nous sommes sortis de l'hôtel où nous étions. On a demandé à quelqu'un de nous aider à tirer les objets de là. Et nous avons viré à un autre hôtel pour partir le lendemain matin. Bon, qui va commencer? Commence. C'est toutes les femmes. Allez-y. La question qui m'est posée, en quoi les sécurités affectent-elles vos relations avec les victimes? Ok. On a dit ça hier, non? Oui. Meilleure façon de faire un récapitulatif pour une journée. Bon, apparemment, non. Je peux y aller. Moi, je Non, commence. Hein? non, attendez, celui qui sent que lui, il a déjà la réponse, il peut commencer. Ok. Ici, chez moi, la question. Claudia, toi, tu était, réfléchis. à quoi l'insécurité affecte-t-elle votre travail en faveur des droits humains? Que faites-vous et comment le faites-vous? Non. Vous allez dire simplement à quoi l'insécurité affecte-t-elle votre travail en faveur des droits humains. Point. Ne nous dites pas que faites-vous. Ça va, merci. Voilà. L'insécurité affecte mon travail. On a vu ça hier, hein? Les groupes ont travaillé. Oui. Oui. L'insécurité affecte mon travail en tant que défenseur des droits humains parce que quand il y a l'insécurité, d'ailleurs, il y a des endroits où on ne peut pas accéder parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles, surtout nous qui sommes dans les milieux ruraux. Quand il y a l'insécurité, on doute de tout le monde. Ça, les membres du groupe, vous allez réagir si c'est ça ou c'est pas ça. On la laisse d'abord finir. Quand il y a l'insécurité, il y a d'abord, il y a Encore toujours. il y a d'abord, il y a l'insécurité. On ne peut pas faire le terrain. On peut même pas bien faire les bureaux. On ne peut pas échanger avec les victimes quand on veut le faire. Je ne sais pas si j'ai d'abord commencé par là. Ou bien sur la voiture. Ouais, entre deux, passer après. J'essaie de toucher quand même. Hein? Non, vous, c'est le groupe, pas elle. Qu'est-ce que le groupe pense? Parce que je m'excuse, j'étais un peu... Est-ce qu'elle a été... Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vas-y. Oui, elle a touché quelques aspects, mais on a dit aussi qu'il y a le dysfonctionnement du travail. Quand le DDH est en danger et menacé, le travail, ça ne fonctionne plus bon comme on le fait chaque jour. Il y a dysfonctionnement, il y a distance aussi. Il y a même la suspicion. Oui. Je crois que, comme il y avait Maman Jeannette qui avait des problèmes de compréhension du film, est-ce que vous pouvez nous donner le résumé juste de notre
film. Et là, on va voir si nous tous, nous avons compris. Oui. C'est le mot. J'ai constaté que dans ces films, la directrice, qui était la coordonnatrice, je vais dire, du Centre de droit des langues, dans ces petites vidéos, était surveillée sur une échéance de 3 mois. Donc c'est depuis janvier qu'elle détenait des informations très sensibles sur la corruption du gouvernement et que ces informations étaient très sensibles, qu'elle devrait normalement les garder dans un endroit vraiment très rassurant. Et je compris que le service de l'ordre, ils étaient informés de cela et ils la poursuivaient partout. Elle était filée jusqu'au point où, au mois de mars, elle a été pénétrée par quelqu'un qui s'est fait passer pour un électricien pour pouvoir installer des matériels de surveillance dans le bureau et même son ordinateur également, où on a pu relever certaines informations. Je pense qu'on a même effacé certains d'eux. Et jusqu'au jour où elle devrait maintenant dénoncer ça publiquement, elle n'a plus eu des éléments. Et pendant ce moment-là, elle était aussi toujours sur surveillance. Mais dans ces petites vidéos, on nous a aussi montré qu'elle avait des contacts. Elle avait des contacts au niveau du gouvernement où elle a pu appeler le ministre des Finances pour pouvoir échanger et dire, voilà, j'ai plus des éléments. Voilà. Et à la fin, ils ont été poursuivis toujours, même le ministre des Finances et la défenseur de droits des langues qui étaient aussi poursuivis et filés, menacés de poursuites. Merci beaucoup, chef du village. Je crois que tout le monde a compris. Ok, donc nous pouvons passer à nos questions. Et je crois que je vais encore redonner la parole, puisqu'elle avait quelque chose à ajouter ou je ne sais pas. Oui, pour pouvoir ajouter à ce qu'a dit Madame Jeannette, je pense que le DDH sont plus poursuivis parce qu'ils détiennent des informations auxquelles ils peuvent exposer sans remords au public, parce qu'ils supposent que ce sont des droits des hommes qui sont violés. Et là, ils n'ont pas de crainte à pouvoir les dire publiquement, c'est que les autres cachent, en tout cas, dans leur profondeur. Merci. Oui, vous avez vu là où les deux hommes là qui l'ont poursuivi juste après qu'elle ait quitté le bureau pour aller elle est partie chercher un journal ou payer un journal dans une librairie. Maintenant, les deux hommes, à un moment donné, quand il a arrêté la voiture, elle est partie dans la librairie. Il y a l'homme, un d'eux quitté, et puis c'est comme si un chapeau est tombé. Oui, c'est quoi là? Là, on n'a pas compris quel était le jeu de ces deux hommes-là. Ils ont fait quelque chose là que nous, on n'a pas pu repérer. Il y a Serge qui veut... Oui. Les deux hommes qui ont quitté leur véhicule sont allés mettre un traceur dans son véhicule à elle. Ce qui a permis à celui qui était dans leur service informatique de pouvoir tracer son véhicule. C'est ce qui leur a permis de pouvoir la localiser. C'est lorsqu'il est allé voir son contact dans le ministère des Finances. Je crois qu'on a terminé. Et là, on donne les diplômes. Quand même, il faut qu'on s'élève pour recevoir. Moi, je vais appeler et je donne à Charles pour remettre les diplômes. Et on commence par Maman Annie Pengeli. Juma Simire Claudia. Claudia. Merci beaucoup. Ça pique un peu, mais c'est pas grave. Je veux combiner Narcisse.